Nous sommes de retour donc, pour parler d'intelligence artificielle, donc on vient de le dire avec un regard un peu plus industriel, et nous ont rejoint donc Sandra Fournier, Frédéric Collet, Virginie Gervais-Coisel, merci d'être avec nous, et professeur Bibaud, vous êtes évidemment encore avec nous puisque vous êtes notre grand témoin. Et justement, je voulais commencer avec vous, professeur Bibaud. L'IA en santé, on vient d'en parler. On s'interrogeait un peu sur la réelle transformation et notamment au quotidien. Comment est-ce que vous, professionnels de santé, intégrez l'IA dans votre pratique ? L'IA n'est pas intégrée de la même façon pour toutes les spécialités. Clairement, les spécialités qui sont les plus digitalisées sont déjà les spécialités dans lesquelles il y a beaucoup d'utilisation de l'IA. Alors en oncologie, radiothérapie, ça c'est ma spécialité. Effectivement, l'IA est déjà très utilisée au quotidien. On a déjà eu un petit exemple ce matin, on a parlé de la radiothérapie. En tout cas, il faut bien comprendre par exemple que quand vous allez avoir de la radiothérapie, on fait en général un scanner du patient et puis ensuite on va définir sur le scanner à la main les organes que l'on va chercher à épargner et puis aussi le cancer que l'on va chercher à traiter, sur lequel on va diriger les rayons X. Et cette étape qui était faite manuellement pouvait prendre plusieurs heures avec des cas parfois très complexes en post-opératoire ou en préopératoire. Et maintenant, ces IA sont déjà utilisées, en tout cas à Pompidou par exemple, on peut déjà s'en servir, on s'en sert pour contourer automatiquement grâce à des algorithmes de deep learning. Donc ce n'est pas du tout de la science-fiction, hein. Ça, si vous allez à Pompidou ou dans beaucoup d'hôpitaux pour un traitement, vous allez probablement avoir une intervention de l'IA. Et ça fait passer un traitement ou une préparation de traitement qui pouvait prendre une matinée ou une demi-journée, on va dire, en par exemple 2 à 3 minutes pour le contourage. Donc c'est massif et donc ça va, comme on l'a vu dans le baromètre, libérer beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Alors, merci, professeur Bibaud. Alors, vous l'avez compris, dans notre conférence, on essaie d'avoir un regard diversifié des différents acteurs. On l'a vu avec les patients, avec les problèmes de santé, également les startups. On souhaitait également savoir comment l'intelligence artificielle a un impact aujourd'hui sur la conception des médicaments, sur l'ensemble du processus. C'est pourquoi nous avons souhaité avoir le regard d'un industriel de santé. Vous allez nous répondre, Sandra, en quelques secondes, est-ce que c'est biotech ou pharma. Donc vous êtes donc la directrice générale de Moderna. Et lorsque donc, on a préparé cette table ronde, vous évoquiez que l'IA, ce n'était pas qu'un concept. Vous l'avez dit également sur LinkedIn hier en parlant de cette conférence. Donc voilà, donc moi cette première question, c'est quoi Moderna aujourd'hui entre biotech, pharma, et puis comment ça a changé aujourd'hui la conception des médicaments? Bonjour à toutes et à tous, merci Jérôme. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de l'influence grandissante de l'IA dans le domaine de la santé. Et chez Moderna, pour nous, ce n'est pas nouveau, on a clairement été avant-gardistes sur ce sujet. Mais d'abord, pour répondre à votre question, Moderna, biotech ou Big Pharma? Alors là, clairement biotech, dans l'essence, dans qui on est, dans comment on travaille, comment on fonctionne au quotidien. Voilà, on est vraiment une biotech et la découverte de notre vaccin contre la Covid-19 n'a rien changé à cette essence. On est toujours dynamique. Juste un rappel sur Moderna, parce que je discutais avec Mme Gervais juste avant et on parlait de taille de société. Elle me disait, oh, vous êtes beaucoup plus que nous. Je disais, ben non, on est 20 en France. Et c'est intéressant, hein, parfois la perception que les gens ont de Moderna. Moderna, c'est une société de biotechnologie américaine qui a été fondée en 2010, qui a fait le pari de la technologie à l'ARN messager, et ils avaient bien raison. Pendant 10 ans, c'est des chercheurs qui travaillent sur cette technologie à l'ARN messager. Et au début de la pandémie, en 2020, vraiment clairement, on a acquis une maîtrise parfaite de cette technologie à l'ARN messager qui, pour moi, va révolutionner la médecine de demain. Donc, je vous le disais, cette découverte en fait, de notre vaccin contre la Covid-19, elle nous a fait avancer, mais très rapidement, grandir. Elle nous a propulsés sur le devant de la scène internationale. Aujourd'hui, Moderna, 3-4 ans après le début de la pandémie, on est passé d'une centaine à plus de 5000 collaborateurs à travers le monde, dont une vingtaine en France. On a plus que doublé notre programme de recherche. On a actuellement 45 programmes de recherche en développement sur notre plateforme, tout utilisant la technologie à l'ARN messager. Ceci dans 5 aires thérapeutiques que sont les maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, l'oncologie bien sûr et les maladies rares. On prévoit 15 lancements dans les 5 prochaines années et surtout, on a gardé cette essence, cet esprit de tech, cette capacité qu'on a à agir rapidement, à pivoter.
Alors comment on en est arrivé là aujourd'hui? Bien sûr, grâce à notre plateforme ARN messager, qui est absolument extraordinaire. On a clairement été les pionniers de cette technologie. Ça fait maintenant 13 ans qu'on travaille dessus, donc on la maîtrise parfaitement. Et puis, c'est le sujet d'aujourd'hui. Grâce à l'IA, clairement, nous, on a une culture digitale également depuis le début. On digitalise partout où c'est possible. Et l'IA a été vraiment l'allié dès le début de la pandémie, puisque lorsque le séquençage du virus de la SARS-CoV-2 a été mis à disposition, on n'a mis que 48 heures pour synthétiser le brin d'ARN messager qui codait pour la protéine Spike, et ensuite 42 jours pour produire le lot de candidats vaccins. Et tout ça, ça s'est fait grâce à des ordinateurs et grâce à l'intelligence artificielle. Alors Sandra, là, vous venez de décrire déjà ce qui était la réalité, hein, c'est ce que vous avez évoqué, professeur Bibeau, c'est déjà une réalité pour Moderna. Mais alors, ma deuxième question, vous êtes pharmacien de formation et je sais que voilà, vous aimez forcément molécules, mais également aussi la technologie. Donc comment ce mélange des deux aspects de la technologie, pour vous, quelle va être la vision en fait, des prochaines étapes en fait, de cette IA dans l'avenir? Comment on va développer ce type de médicaments? Alors déjà, moi je pense qu'il faut prendre conscience de la chance qu'on a d'être les témoins privilégiés de ce changement d'ère. On entre vraiment dans une ère nouvelle où on a des outils numériques, l'intelligence artificielle qui vont modifier considérablement les métiers de la santé, et ceux bien sûr de l'industrie pharmaceutique, et donc nos méthodes traditionnelles de travail. Donc il faudra tout le temps se réinventer, et vraiment c'est un des mindsets de notre CEO Stéphane Bancel, toujours penser à se réinventer, à évoluer et à re-questionner le modèle dans lequel on vit. Alors on parlait de développement du vaccin, donc le vaccin contre la Covid, vous n'êtes pas sans ignorer le développement d'un vaccin, il faut ensuite le mettre sur le marché. Donc c'est toute une série d'étapes, les tests cliniques en laboratoire, les essais cliniques, l'évaluation scientifique, l'autorisation de mise sur le marché. Tout ça, c'est plein d'étapes, ça prend un temps infini. Nous, déjà, l'IA, ça nous a permis de rationaliser la plupart de ces étapes en les rendant plus efficaces, plus rentables et au final, de manière à être plus réactifs pour pouvoir apporter une solution aux enjeux de la pandémie. On parlait d'exemples en R&D. Typiquement, vous parliez d'oncologie. Quand on parle d'oncologie, aujourd'hui, nous, on est capable de parler de médecine individualisée. On travaille en partenariat depuis plusieurs années avec le laboratoire Merck sur une thérapie néo-antigénique individualisée. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez un patient, vous allez séquencer son génome, identifier les mutations génétiques propres à sa tumeur. Tout ça, rien que la procédure en soi, extraction, analyse, identification, ça peut prendre des semaines, voire des années. Eh bien, chez Moderna, chez nous, ça se fait hyper rapidement. Pourquoi? Parce que l'IA va nous aider, à séquencer le génome du patient, à identifier les mutations génétiques propres à sa tumeur, et ensuite l'algorithme va nous permettre de développer de l'ARN messager qui va coder pour une protéine, et cette protéine, elle va ensuite aller activer le système immunitaire du patient qui donc en retour va déclencher, générer une réponse qui va être propre à sa tumeur, donc il va générer sa propre défense. Et moi, je trouve ça absolument magique, et surtout, ça permet d'accélérer la recherche. Et puis enfin, une fois que toutes ces innovations elles auront été développées, il faudra aller bien sûr les mettre sur le marché. Alors là, on sait bien qu'en France, tout ce qui est processus réglementaire, ça prend beaucoup de temps. Comment là encore accélérer l'accès à l'innovation? On a créé, nous, un outil interne qui s'appelle mChat. On a acheté une licence de ChatGPT, on a signé un partenariat avec Microsoft pour l'outil Copilot, et on a une base de données dans laquelle on va rentrer toutes nos informations produits, données cliniques, voilà, toutes les informations secrètes de Moderna. Et le jour où les autorités de réglementation auront une question à nous poser, il nous suffit d'interroger la base de données qui va nous donner la réponse, et donc un gain de temps considérable. Et ça, en ayant toujours en tête l'accès, de pouvoir accélérer l'accès aux innovations pour nos vaccins. Un dernier exemple, par exemple, la sélection des participants pour les essais cliniques. Ça se fait vraiment très très rapidement, un gain de temps énorme pour la mise en place des essais cliniques. Je voudrais juste terminer, je sais que j'ai beaucoup parlé. Moi, il y a deux choses qui me semblent fondamentales. La première, c'est de mettre les humains au cœur de cette révolution. Et la deuxième, on a parlé de cadre réglementaire, de bien encadrer toute l'utilisation de l'intelligence artificielle pour garantir sécurité et éthique. Comment
mettre les humains au cœur de cette révolution. Alors demain, on ne va pas se voiler la face, toutes les entreprises auront accès à des outils numériques, à des outils d'IA. La différenciation, elle va se faire en fonction de comment les entreprises vont démocratiser l'utilisation de l'IA par les employés, comment on va finalement pas la dédramatiser, mais faire que ce soit hyper facile. Et clairement, donc, nous, chez Moderna, il y a un programme qui a été mis en place avec la Carnegie Mellon University. Le programme s'appelle AI Academy. Tous les collaborateurs de Moderna passent par cette formation. J'ai moi-même suivi le programme. Et depuis mai 2023, on a accès à ce fameux outil mChat dont je vous parlais. Et pour ne rien vous cacher, moi, tous les matins, j'arrive au bureau, j'allume mon ordinateur et je me connecte à mChat. C'est vraiment, moi, un outil. C'est votre Jarvis, comme on le voit dans le... Exactement. Moi, je m'en sers tout le temps. Je l'utilise tout le temps. Et voilà. Et donc, pour terminer, moi, ça me semble important, bien sûr, de parler de, bien sûr, assurer la sécurité des données, assurer la sécurité des patients, un cadre réglementaire et éthique. Et puis, chez Moderna, on a l'immense chance d'avoir, d'une part, la technologie de l'ARN messager, qui, pour moi, est une innovation extraordinaire pour la médecine de demain. Moi, je suis vraiment convaincue que ça va révolutionner la médecine de demain. Le champ des possibles est immense et qu'on n'est qu'à l'aube de cette révolution. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle qui fait accélérer la recherche, parce que, comme le dit notre CEO Stéphane Bancel, chaque jour de perdu, c'est un jour de perdu pour les patients. Donc, on n'a pas le droit de perdre du temps. On doit accélérer en permanence et se renouveler. Et il cite quelque chose que, pour lui, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un compagnon de route vers un futur où la médecine sera demain individualisée, prédictive, voire préventive. Merci Sandra pour ce point, et notamment sur le cadre que vous avez précisé, sur l'usage notamment des IA et l'IA générative avec un cadre bien spécifique. On va en parler cet après-midi sur une autre table ronde, mais je crois que c'était important, vous souligner qu'il faut bien sûr l'encadrer et le partage notamment d'informations confidentielles. Merci. On va continuer avec vous, Frédéric Collet. Alors, le mot-clé a été prononcé à plusieurs reprises, oncologie. Vous êtes le président de la filière IA et cancer et ambassadeur France 2030. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la filière? D'ailleurs, je crois que demain, vous avez une journée spéciale. Oui, on a une journée spéciale. C'est la première journée de la filière demain. Et la première journée de la FIAC, alors pour ceux qui pensent que la FIAC est une affaire culturelle, il faut vraiment les rassurer. En fait, le sujet, c'est vraiment de créer une filière de l'intelligence artificielle dans le cancer. Le point de départ, c'est vraiment un constat. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré que l'innovation, c'était dans la science, dans la médecine, et que c'était dans la science. Et puis petit à petit, depuis maintenant, je dirais une dizaine d'années, on se rend compte que l'innovation est également dans la data et dans la technologie. Et on est en train de se rendre compte de quelque chose qui est essentiel, et les laboratoires le savent très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation sans qu'il y ait de l'accès. Et que les notions d'accès, elles sont également un des facteurs essentiels de l'innovation. Et donc la FIAC est née de ça, en se disant, il faut qu'on rassemble des acteurs qui ont d'un côté cette expérience, cette expertise dans le domaine de la science et de l'innovation, mais également des acteurs de la data, des acteurs de la technologie, et puis enfin, qu'on y mette par-dessus des acteurs qui vont être capables de sécuriser l'ensemble de la qualité de cette donnée. Du coup, la FIAC est très simplement, l'objectif de la FIAC est très simplement de se dire, nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'accélérer des traitements innovants et les solutions innovantes, pas uniquement les traitements, mais les solutions innovantes à destination des patients. Et le second, c'est de valoriser un écosystème français dans lequel on a un véritable savoir-faire. Le premier plan cancer, c'était 2003. Et depuis 2003, on a appris des tas de choses des plans cancer, mais il y a vraiment une chose qu'on a retenue, c'est que c'est dans la collaboration que les choses se passent. Et la première force du plan cancer, c'est de coaliser les différents acteurs autour d'objectifs communs. La FIAC, très modestement, a le même objectif, c'est-à-dire de coaliser des acteurs qui apportent chacun, il y a au départ 9 industriels fondateurs. Ces 9 industriels fondateurs abondent dans la caisse, si je peux dire, d'une certaine somme, qui leur donne droit à mener 2 projets. La FIAC apporte en parallèle l'accès à des données, et en particulier des données qui sont sécurisées, qui sont des données de grande qualité, qui sont les données de l'INCa. Donc nous travaillons avec l'INCa et le Hub. Et l'accès à ces données permet de mener ces projets, et le point le plus important, c'est qu'il s'agit de projets collaboratifs et collectifs. C'est-à-dire que le conseil d'administration, qui représente les 9 laboratoires fondateurs, plus un certain nombre de membres, choisit ensemble, valide ensemble les projets qui sont apportés, les suit ensemble et partage ensemble les résultats de ces projets qui ont été menés. Ça, c'est la première phase. Ultimement, dans une seconde phase, l'objectif de la FIAC est de passer à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir accueillir d'autres membres.
Alors aujourd'hui, ça fait 2 ans que la FIAC existe. On pourrait se dire qu'il y a finalement pour moi 3 enseignements qui sont intéressants. Le premier enseignement, il est autour de cet écosystème. C'est-à-dire que c'est dans l'exercice et dans l'apprentissage concret de projets, avec leurs succès, quelquefois avec leurs échecs, que les choses se passent. Le second, c'est qu'aujourd'hui, la FIAC, d'ailleurs sur ce premier point, la FIAC consacre la moitié, enfin pour chaque euro investi, 50 centimes vont à l'environnement des health tech qui collaborent avec la FIAC. Donc il y a vraiment un rôle de support de l'écosystème. Encore une fois, c'est 50% des euros investis qui vont à cet écosystème. Le point est important parce que la FIAC joue pour cet écosystème de health tech en général, medtech ou health tech en général, un rôle de coach et d'apprentissage. C'est-à-dire que ces entreprises, souvent des startups, se retrouvent face à des big pharma en l'occurrence. Et donc la FIAC joue ce rôle d'accompagnement, de coaching et d'accompagnement tout au long. Et puis le troisième enseignement, qui m'a beaucoup frappé dans cette sorte de premier bilan que nous sommes en train de faire, c'est que si la FIAC doit jouer ce rôle d'accompagnement pour cet écosystème, il faut aussi que cet écosystème soit très attentif à la façon dont il pitch pour ces projets. Parce qu'on voit des tas d'entreprises qui sont très enthousiastes et prêtes à porter des projets et faire des promesses qui sont très importantes, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir le bon dialogue avec eux pour mesurer effectivement ce qui peut être délivré. Et à la façon dont, effectivement, ensemble, on peut apprendre, sachant qu'un des enseignements, et je m'arrête avec ça, un des rôles principaux de la FIAC, c'est pas simplement de faire fructifier cet écosystème, mais d'aborder ensemble, de faire bouger ensemble l'écosystème, y compris administratif français. Et vous l'avez évoqué, effectivement, on sait qu'en France, on a une certaine complexité. Et donc, en apprenant ensemble, en faisant ce travail ensemble, on arrive à faire bouger ensemble les lignes. Et je veux insister sur un point, c'est que c'est un exemple de collaboration publique-privée qui est absolument inédit, puisque la FIAC travaille autant avec des industriels qu'elle travaille avec l'INCa ou d'autres acteurs publics, et elle le fait quotidiennement, et c'est ça son rôle. Merci beaucoup. Donc Frédéric, on vous retrouve donc demain. Vous pouvez peut-être donner des informations Oui, effectivement. Pour ceux qui ont encore du temps libre demain, je vous invite à vous connecter sur justement le site de la FIAC. Vous pouvez assister à cette première journée, soit à distance, soit sur place au Paris Santé Campus. Et ça nous permettra de faire ensemble un point sur l'intelligence artificielle dans le cancer, les développements qui y sont, ce qu'est la FIAC et quelles sont les prochaines étapes. Et encore une fois, l'objectif de la FIAC, c'est d'accueillir après ça très largement, mais très vite, d'accueillir très largement de nouveaux porteurs de projets, au-delà des membres des 9 piliers fondateurs. Merci Frédéric. Alors on avait souhaité avec Vassigna donc recevoir Sandra Fournier pour la partie médicaments, mais on souhaitait aussi avoir une vision un petit peu plus également globale sur les secteurs de santé, et notamment autour du dispositif médical. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Virginie Gervais-Coisel. Vous êtes la présidente de Philips France. Et lorsqu'on a préparé ensemble cette table ronde, il y a déjà quelques semaines maintenant, vous m'avez dit, Jérôme, venez plutôt dans notre nouveau centre, puisque vous avez annoncé en octobre dernier un centre d'innovation en santé à Paris, 14 000 m² dédiés notamment à l'IA en santé. Donc on voulait savoir quelle était pour vous l'importance de cette IA, en sachant que vous avez annoncé quand même des montants assez importants au niveau international et national pour l'IA du côté de chez Philips. Tout à fait. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour participer et contribuer à ce débat que je trouve particulièrement personnellement très très intéressant. Et pour moi, on vit une période extraordinaire et merveilleuse. Et c'est dans cette période extraordinaire et merveilleuse que tous ensemble, pour reprendre vos mots, et l'industriel que je représente, Philips, fait partie du cercle vertueux de l'amélioration du système. Aujourd'hui, Philips, qu'est-ce que c'est très rapidement en France? C'est, en France et dans le monde, c'est le leader en santé numérique. Et comme vous l'avez dit, on a eu la chance l'année dernière, en fin d'année, d'ouvrir un nouveau centre de R&D, un centre d'innovation qui s'appelle le HIP, le Health Tech Innovation Paris, où en fait on traite en France les sujets de développement de demain pour une meilleure santé pour tous. Les sujets qu'on adresse, c'est les sujets d'intelligence artificielle, de cybersécurité et d'interopérabilité des données pour l'amélioration des parcours en cardiologie, en oncologie, etc., etc.
Aujourd'hui, ça me paraît important de mettre en lumière certaines innovations qui font déjà partie de nos produits. En fait, l'intelligence artificielle, elle se situe dans différents cas d'usage. L'intelligence artificielle, depuis des années, se trouve à l'intérieur de nos produits. Vous en avez donné l'exemple tout à l'heure en introduction de cette table ronde. À travers le fait que nous sommes capables de caractériser automatiquement des choses de façon beaucoup plus... des nodules, enfin peu importe, de façon extrêmement précise et rigoureuse et qui font gagner un temps certain aux équipes médicales. Et ça, c'est quelque chose, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on est Philips, pour nous, en fait, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. L'intelligence artificielle, en fait, c'est la façon dont on développe les produits. Sans intelligence artificielle, on ne développe plus de nouveaux produits aujourd'hui. Donc, en fait, on a l'intelligence artificielle embarquée dans les systèmes. On a l'intelligence artificielle qui sert à améliorer la prise en charge des patients en accélérant leur prise en charge. Je vous donne un exemple. Il y a environ une dizaine d'années, quand on faisait un IRM mammaire en cas de suspicion de cancer du sein, puisque ça fait partie du parcours, une fois qu'une femme a passé une mammographie puis une échographie, l'examen qui vient compléter le diagnostic est une IRM. En fait, il y a une dizaine d'années, passer une IRM mammaire, l'examen en lui-même pouvait prendre plus de 30 minutes. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, au développement des nouvelles technologies, on a été capable de réduire significativement le temps de séquence d'acquisition des images pour, à la fin, créer le diagnostic, avec une même qualité d'image, même encore améliorée, et qui permet du coup, en fait, sur une plage horaire d'1 heure où on avait la chance de potentiellement scanner 2 patientes, d'avoir maintenant la possibilité d'en scanner beaucoup plus. 6, 8 en fonction des protocoles d'acquisition qui sont utilisés dans les différentes équipes médicales. Donc ça, c'est un autre domaine d'application. Un autre domaine d'application sur lequel on travaille énormément, sans données, on ne fait rien. Et c'est par la donnée qu'on est capable, après, d'ajouter cette couche d'intelligence artificielle. Les données, aujourd'hui, elles nous servent. La vision que nous avons, c'est de se dire comment ces données, en les mettant mieux ensemble, elles servent à quelque chose. Je vous donne un exemple. Dans un service de réanimation, les équipes soignantes sont abreuvées de données, d'informations, d'alarmes qui sonnent tout le temps, de données cliniques en permanence sur les patients. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, aux modules qui sont intégrés dans nos équipements, on est capable en fait de faire une sorte de premier tri et en fait de simplifier la vie des équipes médicales en disant « fais attention à ça, ça et ça ». Et le reste, oublie. N'y prête pas attention parce qu'il y a un module qui a été là en avance et qui les conseille et qui les guide dans leur quotidien. Un autre exemple de la gestion des données, c'est par exemple, et c'est un projet que je trouve, on est au début de cette histoire, c'est ce qu'on appelle le diagnostic intégré. Aujourd'hui, quand on a un cancer, en fait, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se réunit dans une salle et qui décide du traitement que vous allez avoir. Et décider de ce traitement-là, c'est quelque chose qui est évidemment très important, mais surtout qui peut prendre du temps parce qu'en fait, les données sont dispersées partout dans l'hôpital ou dans l'unité de soins. La radiologie d'un côté, l'anapathologie de l'autre, la biologie de l'autre. Aujourd'hui, en fait, on est capable, sur une plateforme, d'intégrer toutes ces données-là et de permettre aux équipes médicales de se réunir autour d'un même outil et du coup, d'arriver même à faire de la fusion d'images, de l'image de l'anapathologie avec de l'IRM, avec du TEP scan. Et en fait, ça, c'est une avancée significative qui permet à la fois aux équipes médicales et paramédicales d'avoir une rapidité de décision dans le traitement administré face au diagnostic. Et surtout, c'est une accélération de la prise en charge des patients. Donc, c'est là où l'IA peut toucher différents éléments et touche aujourd'hui en fait le quotidien de tout le monde. Donc en fait à la question l'intelligence artificielle, je reprends le titre, et la santé plus jamais l'un sans l'autre, je pense que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'en tant qu'industriel on s'est positionné là-dessus puisque c'est notre socle de développement des technologies d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis extrêmement fière de pouvoir représenter cette mouvance, cette continuité, cette dynamique énorme dans laquelle on s'inscrit, parce que derrière moi, il y a des hommes et des femmes qui développent les technologies de demain, qui vont permettre l'amélioration des parcours et l'amélioration de notre santé à nous tous.
Alors Virginie, c'était passionnant sur les exemples concrets là, que vous avez donnés. Thomas Vassel de Banque Populaire a précisé qu'ils avaient investi plus de 300 millions pour les acteurs. De votre côté, c'est sans la surenchère. Peut-être Thomas, l'année prochaine, il faudra revenir avec d'autres montants. Mais plus sérieusement, vous avez annoncé donc 1,8 milliard d'investissements en termes de recherche et développement. Et dans les 1,8 milliard, 1 milliard dédié que sur l'IA. Ça représente quoi en fait? Quel est l'impact pour Philips et puis globalement pour aussi tous les partenaires avec lesquels vous travaillez? Ça veut simplement dire que c'est notre point de focalisation numéro 1, que cette histoire a commencé il y a plus d'une décennie et qu'aujourd'hui en fait on passe à une autre échelle en fait. On arrête de simplement développer des petites choses, de l'innovation, mais on va passer à une échelle. L'objectif, en fait, je vais reprendre un cas très concret. Nous, les industriels, comment on travaille? Exactement comme vous l'avez expliqué. On a besoin de partenaires publics-privés. On travaille avec des équipes médicales. On développe une innovation et aujourd'hui, les innovations sont développées grâce à l'intelligence artificielle. C'est notre socle de départ. Et en fait, cette co-création, ce qui est très difficile aujourd'hui en France, c'est sa diffusion à l'échelle du territoire, sa diffusion nationale, parce que les problématiques de remboursement, les problématiques d'investissement dans l'innovation, là on touche à un autre sujet, mais en fait aujourd'hui, grâce à finalement ce virage où la part la plus importante du budget de R&D passe sur le versant de l'intelligence artificielle, ça va nous aider à améliorer en fait tout ceci et à contribuer encore plus à l'amélioration du système dans sa globalité. Et c'est ce que je disais en introduction. Un industriel fait partie du cercle vertueux de l'amélioration du système de soins. Merci Virginie. Merci à tous les quatre. On va continuer sur la thématique de l'intelligence artificielle avec d'autres invités qui vont aborder la question des impacts sur les professionnels de santé et les laboratoires pharmaceutiques. Professeur Bibaud, vous restez avec nous? Avec plaisir. Merci. Merci à tous. À tout de suite. À bientôt.